Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Fils d'émigrés. La ferme de Tailly-Bourderie était située à Gometz-la-Ville, au cœur de la vallée de Chevreuse. Même si mon père avait su diversifier les cultures en produisant du blé, des betteraves, du trèfle, de la luzerne, des pommes de terre et un peu d'élevage, 7 vaches, des poules pondeuses, 2 chevaux, ce n'était pas la richesse chez nous, mes parents n'étaient que des petits fermiers. Et avec ce patrimoine restreint de 33 hectares, ce ne serait vraisemblablement plus possible aujourd'hui de vivre des produits de la terre. Mon père était originaire de Tilbourg, une ville industrielle du Brabant. Fils d'un professeur de ferronnerie, il était tout jeune entré chez les trappistes et en était ressorti à 21 ans. Pendant plusieurs années, il avait assisté son frère aîné, vétérinaire, puis il avait élevé des chevaux. Comme au monastère, on lui avait appris à travailler la terre. Il avait eu envie d'être agriculteur, mais en Hollande, des terrains disponibles pour des citadins n'existaient pas. Il se trouvait que le curé des Molières, un Néerlandais, retournait dans son pays de temps à autre afin de recruter des jeunes gens pour le séminaire qu'il avait établi, juste à côté de son presbytère et pallier ainsi au manque de prêtres en France. Lors de ses voyages de prospection, il avait pris l'habitude de loger chez mes grands-parents. Aussi proposa-t-il un jour à mon père de venir travailler dans cette région de l'Île-de-France qu'il connaissait comme volontaire. Les petits Fritz. À 30 ans, en 1939, mon père avait donc émigré sur le plateau du Hurepoix pour travailler dans une ferme exploitée par un Belge. Il put la racheter rapidement. Grâce aux aides de ses oncles et auprès de la banque, il mit 20 ans à rembourser. L'exode de l'année suivante vint troubler le début de son exploitation et il dut s'exiler, en vélo, jusqu'à Rodez avant de revenir enfin sur ses terres. Pendant ces années de guerre, le dimanche, les Hollandais avaient pris l'habitude de se retrouver à Paris, à la Mission. C'est là qu'en 1943, la sœur de ma mère, mariée à un Hollandais exploitant une ferme près de Rambouillet, rencontra mon père. « J'ai encore une sœur à marier, une petite grosse, veux-tu la voir ?» Il acquiesça, et elle sortit une photo de la jeune fille qu'elle avait dans son sac. Mon père lui écrivit et celle-ci lui répondit. Après 6 semaines, il partit faire sa connaissance. Ma mère, fille d'agriculteur du polder de Haarlemmermeer, avait passé tous ses diplômes d'infirmière et elle en était très fière. Bien qu'elle demeurât à l'hôpital, elle occupait une chambre au presbytère de Haarlem, chez son oncle curé. Avant qu'il ait le droit de rencontrer la jeune fille, mon père fut convoqué par le saint prêtre qui le mit à la question. « Est-ce que la ferme est à ton nom ? Tes intentions sont-elles honnêtes ? Te sens-tu en mesure de faire vivre une famille ?» Après avoir réussi l'examen, le curé appela ma mère et les 2 jeunes gens se fréquentèrent durant 9 jours. La jeune fille, charmante, ne correspondait pas à l'image qu'en avait donnée sa sœur et mon père fut agréablement surpris. Ils décidèrent donc de se marier. L'oncle célébra l'heureuse union dans la grande église de Haarlem, et les mariés profitèrent des fleurs du mariage précédent pour donner l'illusion d'une messe de première catégorie, mais le voyage de noces, lui, se fit plus simplement à Gometz-la-Ville. À peine arrivée, maman commença à apprendre le français. Aux Molières, 2 femmes la prirent sous leur protection pour lui en donner les premiers rudiments. Avec le temps, elles, comme mon père, finirent par se débrouiller, en conservant néanmoins un très fort accent. Animé par le désir de réussir, le couple a été heureux, et ce, pendant plus de 40 ans. Mes parents ont eu 5 enfants. Il y eut d'abord 2 filles Nelly et Doki puis un garçon Frédéric, décédé très jeune. Je suis née en 1948, avant une dernière fille Nettie. Ces prénoms étaient des diminutifs fréquents chez les Hollandais. On les donnait dès la naissance. Nelly, c'était Petronie et Doki, Théodora. Mon père qui s'appelait Frédéric avait vu son nom contracté en Fritz. Et à Gometz, mes parents étaient connus comme Monsieur et Madame Fritz et nous, même si on ne nous prenait pas pour des Allemands, on nous appelait les petits Fritz. Quant à moi, j'ai hérité de Cornelius et Johannes, prénoms de mes 2 grands-pères. Cornelius peut être contracté encore, Nelly, Kies, Sis. Ma mère choisit Kies comme diminutif, prénom connu et célèbre. Les habitants de la Nouvelle-Amsterdam, future New York, ont été appelés Yankees, mot constitué de Jean et de Keys, les 2 prénoms les plus fréquents chez les Hollandais. Dès qu'on quittait la route des Molières et qu'on passait le petit chemin, on arrivait à Tailly-Bourderie. À nos yeux d'enfants, ce petit bout de Hollande était à la fois notre chez-nous et une terre d'accueil.
Bien sûr, parce qu'on y parlait hollandais, mais aussi parce que la maison, bien qu'ancienne, était différente des autres fermes et cela, à cause de ma mère qui, contrairement aux Françaises, ne travaillait pas dans les champs ou très peu et tenait sa maison. On s'essuyait les pieds en entrant, et on laissait les chaussures dans l'arrière-cuisine. Elle disait souvent à mon père, « Chez nous c'est comme cela, toi dehors et moi dedans. » Mon père d'ailleurs, n'aurait pas voulu qu'elle travaille à l'extérieur même comme infirmière. Les gens étaient surpris lorsqu'ils entraient. On ne discutait pas sur le pas de la porte ou dans l'écurie. Ma mère invitait et offrait du café et des petits gâteaux à la mode hollandaise. Malgré cette ouverture, mes parents n'avaient pas de grandes relations sociales avec les autres cultivateurs. Il est vrai que mon père n'était pas chasseur. Possesseur d'un fusil, il tirait bien de temps à autre des corbeaux pour éviter que ces volatiles ne fassent des dégâts dans ses champs, mais ayant du mal à fermer un œil, il fallait quelqu'un derrière lui pour cacher la moitié de sa figure avec un mouchoir. Autant dire que le coup n'était pas très efficace. En réalité, par esprit d'indépendance, il n'aimait pas les battues dominicales, événement qui par excellence crée du lien social. Le dimanche c'est fait pour se reposer, déclarait-il, et après la messe il se calait dans son fauteuil et tirait des volutes de fumée d'un cigare de contrebande. Il n'aimait pas non plus vendre son grain, là où les autres le vendaient. Membre d'aucune coopérative, il ne participait activement à aucun syndicat. De multiples relations, en revanche, s'étaient tissées avec des familles d'émigrants. On se retrouvait le dimanche, entre fermiers belges et hollandais de la région. On s'invitait mutuellement pour les anniversaires et on n'aurait pour rien au monde raté la célébration de la Saint-Nicolas. Mes parents avaient également développé des amitiés avec des gens, comment dire, pas comme tout le monde. Je me souviens de 2 femmes notamment. Une Allemande juive, rescapée d'un camp de concentration, qui nous conduisait à l'école et nous recevait chez elle pour regarder la télévision, et une protestante, Marinette, mariée à un juif, qui faisait profession de fleuriste et échangeait avec ma mère des fleurs contre des œufs. Mes parents vivaient ainsi l'œcuménisme au quotidien. Il leur arriva d'héberger un pasteur qui mariera ma sœur, convertie au protestantisme. Plus tard, je me suis souvent demandé si le fait d'être fils d'émigrés avait eu de l'incidence sur mon parcours personnel. J'ai toujours eu un peu de mal à répondre à cette question. Une attirance pour les voyages peut-être, une certaine facilité d'adaptation à d'autres cultures, le fait de me sentir de passage. Comment t'appelles-tu ? Lorsque j'étais enfant, ma mère me voyait souvent taper avec un bâton sur les herbes, le long de la petite route. « Qu'est-ce que tu fais, Kise » me disait-elle. Je répondais, « Ne vous inquiétez pas, je m'ennuie simplement. » Je n'avais rien de particulier, juste le sentiment d'être seule. Ma mère décida de me placer chez des religieuses, à l'école Sainte-Suzanne d'Orsay que fréquentaient déjà mes sœurs aînées. Ce fut une époque d'éveil religieux. J'avalais toutes les histoires du petit Jésus et le samedi soir dans la cuisine de la ferme, je les racontais théâtralement avec moult détails. Après que maman nous ait tous baignés et coupé les ongles de la tribu et que papa ait fini de traire les vaches. Après la maternelle, les garçons ne pouvant plus rester dans une école de filles, les religieuses ne voulurent pas que je parte avant d'avoir fait ma première communion. À l'âge de 5 ans, on me mit à l'école communale. Au début, j'étais timide, petit gars isolé dans son coin, au point que cela inquiéta mes parents. Plus tard, dans le primaire et au collège, cela s'est arrangé. Je suis devenue plus sociable et à l'aise. Enfant, nous nous sentions légèrement différents des autres et nos particularités se percevaient dans quelques détails. À l'école primaire, alors que tous les autres avaient un tablier gris, j'étais habillée avec une culotte courte et un pull-over. Maman avait toujours refusé de m'acheter une blouse, pas pour des raisons économiques, non, mais simplement parce qu'en Hollande, cela ne se faisait pas. Notre mode de restauration était particulier. À midi, nous ne mangions pas à la cantine, nous apportions notre gamelle et nos tartines de pain et nous déjeunions à part. Les institutrices m'appelaient Van Bogart, en insistant sur l'accent circonflexe de la dernière syllabe. J'ai reçu des noms d'oiseaux comme corbeau ou croa-croa. Alors ma mère avait déclaré, puisque c'est comme cela, tu t'appelleras Kise.
Et du coup on me surnomma Caïs, Caïs et surtout caisse et tout y est passé de caisse à savon à caisse à cigare ou caisse à patate. Je vivais ces situations, sans honte, ni fierté, j'avais juste le sentiment d'un peu d'étrangeté. Le prénom de Philippe n'est venu que beaucoup plus tard, quand je suis arrivé au Chili. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, l'évêque auxiliaire de Santiago, Don Enrique, m'a demandé « Comment t'appelles-tu » J'ai répondu « Kiz ». Il a ri et il s'est exclamé « Ah ça ce n'est pas possible, ici cela ne marchera jamais. Allez, choisis-toi un autre prénom. » Nettie, ma petite sœur, attendait son second enfant dont j'étais le parrain désigné et si ce devait être un garçon, il devait s'appeler Philippe. Alors j'ai dit à l'évêque, « Felipe, est-ce que cela vous convient ?» Il m'a mis la main sur la tête et m'a donné sa bénédiction. « Tu t'appelleras Felipe. » Émigré une nouvelle fois, je changeais de pays et il me fallait changer de nom. Mais après tout me suis-je dit Philippe, c'est celui qui aime les chevaux et c'est mon cas. Quand mon oncle trappiste apprit mon changement d'identité, il me demanda « As-tu changé de prénom parce que les gens allaient vers Philippe pour qu'il leur fasse connaître Jésus ?» Je lui répondis que c'était plutôt parce que Jésus avait dit à Philippe « Depuis tant de temps je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe. » 4. À la maison, on prenait nos repas à la hollandaise, chaud une fois par jour et à 18h, et on parlait en hollandais même si entre nous les enfants nous parlions toujours en français. Les enfants se partageaient les tâches ménagères, vaisselle et nettoyage des chambres, le tout contrôlé par maman mais étant le seul garçon de la famille, j'avais en plus le devoir de travailler à l'extérieur. Ma principale tâche était de m'occuper des vaches, ce dont j'avais horreur. Leur donner à boire ne me contrariait pas trop mais mon père avait bien pris soin de m'apprendre très jeune à traire, et j'étais contraint de m'exécuter 2 fois par jour, le matin avant de partir à l'école et le soir dès mon retour. Et quand après mon passage à l'étable, je rentrais dans la salle de séjour, il me fallait affronter les quolibets de mes sœurs. « D'où viens-tu, Kiz ?»« Tiens, Doki, tu ne trouves pas que depuis un petit moment cela sent une drôle d'odeur ?» Dès l'âge de 12 ans, quand mon père partait en Hollande, j'étais l'apostrophe homme de la maison et j'avais de fait la responsabilité de la ferme. Si les vaches vélaient pendant son absence, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Avec mes sœurs, il y avait une grande connivence, surtout avec la dernière. Nettie se souvient encore aujourd'hui que c'est moi qui lui ai appris à faire du vélo sans petit trou. Pourtant elle n'est jamais allée en bicyclette à l'école alors qu'avec les 2 aînés, on faisait chaque jour 14 km aller-retour sur nos vélos aux couleurs hollandaises ou françaises. Nelly, un bleu, Doki un blanc et moi un rouge. Sur nos porte-bagages, il nous arrivait de transporter 1 ou 2 douzaines d'œufs qu'on vendait aux instituteurs ou aux parents de nos copains. C'est comme cela que maman a commencé son commerce et a élevé jusqu'à 1000 poules. J'ai gardé un bon souvenir de ces trajets quotidiens. On descendait la côte de Gometz, depuis le café Saint-Nicolas, jusqu'à l'hôtel Sans Souci. On parcourait cette distance à 60 à l'heure. Le soir, en revanche, il fallait marcher, en poussant le vélo, mais ce n'était pas grave. On avait un fort sentiment de liberté par rapport à nos copains qui attendaient que leurs parents viennent les chercher à la sortie de l'école. En classe, cela ne se passait pas si bien que cela. J'étais gringalet et souvent malade. L'hiver, quand il faisait trop froid dehors et trop chaud dans la classe, il m'arrivait de tomber dans les pommes. J'ai eu du mal à la fois avec ma santé et avec mes études. En primaire ça allait encore mais au collège, je n'étais pas un très bon élève. Seul marchait bien l'apprentissage des langues, l'anglais et l'espagnol, mais les maths, le français, les sciences ne donnaient pas satisfaction. Je n'acquis pas à cette époque ce qu'on appelle une grande culture. Je lisais peu sinon quelques livres de voyage et d'aventure, Alexandre Dumas et Jules Verne. Mes parents ne m'ont jamais poussé à travailler intellectuellement. Quand mon père rentrait à la maison et me voyait assis, un livre dans les mains, il me lançait « T'as rien d'autre à faire. Je vais te donner du travail, moi. » Cela faisait des conflits avec ma mère qui essayait de protéger mon temps libre. Mais il y avait toujours quelque chose à faire dans une ferme, alors je fermais mon bouquin et je partais travailler dans les champs. Du coup, j'ai arrêté les études en fin de 4e, et ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert un intérêt pour les études. Dieu, une évidence. En Hollande, au-dessus des rivières, le Rhin, la Meuse, l'Escaut, on est protestant et en dessous on est catholique. Ma mère née,
dans un village de la région de Haarlem, où les protestants étaient majoritaires, faisait exception. Elle avait d'ailleurs hérité d'un accent et d'un parler différents de ceux de mon père. Quant à Tilburg, on est à 99% catholique, disait mon père avec fierté. Moi, qui étais né bien en dessous de toutes ces rivières, j'y ai vécu dans ce qu'on appelle une famille de tradition. Si on remonte ma lignée maternelle ou paternelle, prêtres et religieux sont nombreux et mes oncles auront une certaine importance dans les orientations que je donnerai à ma vie. Du côté de ma mère, l'oncle de Haarlem avait la réputation d'être riche. J'y ai dans ma salle à manger une armoire et un tableau de style flamand qui lui ont appartenu. Du côté de mon père, une de ses sœurs était trappistine et 2 de ses frères, prêtres. L'un en Tunisie et l'autre moine du côté de Tilburg. Ce dernier, entré à la trappe à la suite de mon père, y était resté. Il y passera toute sa vie sauf lorsqu'on lui demandera de fonder une abbaye au Kenya. C'est lui qui facilitera le séjour que je ferai plus tard, dans ce pays comme coopérant. Petit, nous fûmes comme imprégnés et enveloppés dans cette ambiance religieuse. Je me rappelle que la seule fois où je n'ai pas voulu aller à la messe, j'avais 13 ans. Il a suffi que mes parents se fâchent tout rouges et crient « Tu iras » pour que j'obtempère en toute simplicité. Je ne me suis jamais rebellée, ni contre eux, ni contre cette foi qu'ils m'avaient inculquée. Il n'y avait pour moi à cette époque aucune place au doute, et je ne me posais pas la question de l'existence de Dieu. Dieu était de l'ordre des évidences. La foi ne se discutait pas plus que la morale et la prière. D'ailleurs on priait, matin, midi et soir avant de prendre les repas et de se coucher. En présence de mon père, ma mère récitait l'Angélus et elle le faisait dans un hollandais tellement rapide que nous n'arrivions pas à suivre. Quand de temps en temps mes sœurs lui demandaient de parler plus lentement, elle répondait « Mais lentement je ne sais pas dire ». Il lui fallait le rythme, un peu comme quand on récite les tables de multiplication. Nous, on galopait derrière elle et au temps de Pâques, on rajoutait même un Alléluia sonore. Si enfants, nous avions parfois des sourires entre nous, nous savions qu'il était impossible et impensable de nous asseoir à table, sans avoir fait au moins un signe de croix. Nos parents n'exigeaient pas que nous fassions des prières avant de nous coucher, mais le soir nous les entendions prier, au lit, pour leurs parents défunts et pour le petit Frédéric. Ils récitaient leur chapelet, se répondant mutuellement. De temps en temps, quand l'un s'endormait, l'autre lui donnait un coup de coude. Alors on entendait un dernier Amen, avant le silence. Mon père était un méditatif. Il pouvait rester assis pendant des heures devant une fenêtre pour écouter et reconnaître le chant des oiseaux. Il contemplait ses chevaux ou ses vaches, si belles à ses yeux, qui broutaient dans le pré devant la maison, jusqu'au moment où maman, plus pragmatique, lui disait « Ça suffit, comme ça, va travailler ». J'ai certainement hérité de lui cette capacité d'émerveillement par rapport à la nature et aux choses de la vie, mais le sang maternel m'a aussi donné de l'esprit pratique. Les fêtes étaient très honorées, Pâques et surtout Noël. Dans la grande pièce, mon père installait la crèche très élaborée qu'il avait construite lui-même. Et dans les derniers jours de décembre, il régnait une bonne chaleur dans la ferme, surtout quand maman jouait de la musique. À la fin de la guerre, dans leur débâcle, les Allemands avaient abandonné un vieux piano. Mon père avait pu le récupérer et le lui avait offert en cadeau. À Gometz, en dehors d'1 ou 2 dames veuves, il n'y avait guère que 2 familles aux cérémonies, dont la nôtre. J'arrivais toujours une demi-heure avant l'heure pour sonner la cloche. Après je servais la messe et je disais les prières eucharistiques, en français, pendant que le curé les prononçait en latin. Maman jouait de l'orgue, mes sœurs et moi nous l'accompagnions. Je chantais même les 2 voix du credo, la basse et la haute, cela m'amusait. Quant à mon père, il prêtait son béret pour faire la quête. Si mes parents, habitués en Hollande à voir les églises pleines, se plaignaient de ce peu de participation, moi j'étais plutôt à l'aise dans cette petite communauté. Au collège d'Orsay, à la Clarté-Dieu, chez les franciscains, je participais à l'aumônerie et j'y fis ma profession de foi. Un jour, comme le curé me l'avait proposé, j'ai demandé à mes parents l'autorisation de faire du scoutisme. Mon père m'a répondu « Du sport, je vais t'en donner, moi, va dans les champs, tu trouveras de l'air frais. D'ailleurs, tu as assez d'occupations comme ça. » Du coup, mes activités ont toujours été individuelles ou familiales, un peu refermées sur elles-mêmes. Néanmoins, j'étais un enfant sociable, ce qu'on appelle un bon petit gars, et dès l'école primaire, j'ai reçu des prix de camaraderie.
Quant à la mixité, je m'y suis sentie tout de suite très à l'aise. J'avais l'habitude à la maison de vivre avec des filles. À 12 ans, mes sœurs trouvaient même que j'étais un blondinet mignon. Au collège, j'ai souvent été élue, représentant des élèves. Cet honneur était un bien car si la scolarité ne marchait pas comme je l'aurais voulu, ce leadership me procurait des compensations et montrait que j'avais des dispositions pour occuper des responsabilités. Avec le recul, j'ai le sentiment déjà à l'époque d'avoir été placée dans des charges ou des postes, sans les avoir vraiment voulu au point que je me demandais régulièrement : pourquoi me choisit-on moi ? Cultivateur ou prêtre ? À 14 ans, je quittais le collège. Mes parents me firent entrer à l'école d'agriculture de la Minière près de Versailles. J'irai plus tard travailler à la ferme, puisque c'était la seule chose que je savais faire. Ces années allaient être dures. L'hiver on était pensionnaire et l'été on s'activait à la ferme. Ayant perdu mes amis, il me fallut d'une nouvelle fois expérimenter la solitude et cela me pesa. Je travaillais donc à me faire de nouvelles relations. Je m'inscrivis au cercle des jeunes agriculteurs de Dourdan, je participais avec eux à un voyage en Angleterre et dès que je le pouvais, j'empruntais le vieux Solex de maman pour aller visiter mes amis jusqu'à Étampes. Sur le plan scolaire, j'eus mes premières satisfactions. 4 mois par an, pensionnaire, je n'avais rien d'autre à faire que d'étudier. Je me rendis compte que je n'étais pas si idiot que cela et je me retrouvai rapidement premier de la classe, même en maths ou en zootechnie. Ce fut à partir de ces moments de réussite que je m'autorisai à envisager mon entrée au séminaire. Si la situation économique de la ferme s'était s'améliorer, cela n'avait pas eu d'incidence sur le caractère autoritaire de mon père qui n'arrivait pas à garder, plus de quelques semaines, un ouvrier avec lui. Il n'y eut que Max, un Polonais, qui resta pendant 7 ans jusqu'à sa mort. Cet homme, rescapé d'un hôpital psychiatrique, habitait sur place, mangeait dans l'arrière-cuisine et était fréquemment victime des colères paternelles. Je le revois encore appuyé contre le mur, en train de rouler une cigarette entre ses doigts, attendant que l'orage passe. Si Max, avec la consolation que lui donnait la boisson, s'accommodait de ce genre de vie, j'ai eu le sentiment pendant mes années d'adolescence d'être encore moins bien considéré que lui. Je trouvais mon père dur avec moi, et je n'arrivais jamais à avoir une vraie discussion avec lui. Au travail, il ne m'écoutait pas, me faisant sentir en permanence que je n'étais pas son adjoint mais son ouvrier. J'avais beau apprendre des éléments d'agronomie et d'économie à la minière, je n'arrivais pas à lui expliquer quoi que ce soit, ni à lui donner des conseils, ni à lui démontrer par exemple qu'on ne gagnait pas assez d'argent avec si peu de vaches. Il est vrai que je n'aimais toujours pas aller à l'étable, 2 fois par jour, faire cette foutue traite. À la moindre remarque, je me faisais rabrouer. « Qu'est-ce que tu vas savoir, morveux ?» Peu à peu, la perspective du séminaire devint une véritable libération. Bizarrement, la seule complicité que nous avions entre nous, c'était quand nous parlions de temps en temps en signes. Il avait appris ce langage chez les trappistes, et c'était commode quand on travaillait sur les tracteurs ou les machines bruyantes qui ramassent les pommes de terre. Alors pour dire « Attends un peu, va moins vite, je vais aux toilettes », on agitait la main ou on remuait tel ou tel doigt. Pourtant mon père n'était pas un méchant homme, loin de là. Avec mes sœurs, notamment Nelly, il avait une réelle connivence et avec les gens, il avait des rapports faciles et il était même populaire. Au contact de son propre père et de son frère vétérinaire, il avait appris à soigner les bêtes et les paysans du coin faisaient appel à lui quand ils avaient un problème. Il savait castrer, il aidait à véler, il détectait la nature des maladies. Les éleveurs avaient le sentiment qu'il s'y connaissait mieux que le spécialiste de l'humour. À cette époque, l'élevage avait fini par compter près de 1000 poules en liberté. Pas celles qu'on enferme comme aujourd'hui dans des hangars industriels, non. Des individus libres qui se promenaient l'été dans la cour et l'hiver, et dormaient à l'abri sur de la vraie paille. Avec le temps, ma mère avait acquis la bosse du commerce. À partir des premiers clients qu'on avait commencé à démarcher, elle avait poursuivi la prospection et développé la vente d'œufs. Le week-end, elle n'avait pas peur d'interpeller les Parisiens qui venaient prendre l'air à la campagne et s'installer pour pique-niquer dans les chemins de traverse, quand ce n'était pas au beau milieu des champs cultivés pour leur vendre sa production. 2 fois par semaine, elle prenait sa vieille Aronde blanche et allait jusqu'à Orsay faire commerce de ses œufs auprès de particuliers,
dans des écoles et des restaurants. Ces entrées d'argent profitaient aux ménages car elles arrivaient régulièrement et non une fois par an comme pour le reste des produits de la ferme. Son sens des relations, ma mère l'exerçait aussi à la maison où il passait régulièrement du monde. Sur la route des vacances, avant de continuer vers le midi, les Hollandais connus ou inconnus, de Tilbourg ou d'ailleurs, s'arrêtaient chez les Fritz. Mon père adorait cela. Il cessait de travailler, rentrait à la maison, s'asseyait à la table et il causait, se mettant au courant des derniers ragots de son pays. Pendant ce temps, ma mère se croyait obligée d'attribuer des chambres à chacun, de faire des lits, de préparer des repas. Tout s'est bien passé jusqu'au soir, où elle avait fait savoir, haut et fort, qu'elle en avait marre de faire la bonne pour tous les habitants du sud de la Hollande. Je ne sais pas si, ce jour-là, mon père comprit son coup de colère. Il me faut parler de ce grand-père, professeur de ferronnerie à Tilbourg, un homme très dur. Ce fut sans doute plus de lui que de mon propre père que je tins à la fois mon goût des voyages et mon amour des chevaux. Pendant les vacances de Pâques, ce ferronnier, père de 6 enfants, oubliait tout d'un coup de rentrer à la maison. Il partait, dit la légende, sans même prévenir sa femme et revenait, 15 jours plus tard, avec un lot de chevaux arabes qu'il avait achetés en Tunisie. Dans le wagon qui le ramenait de Marseille, il couchait avec les bêtes, les remontant jusqu'à Tilbourg pour les revendre et à peine arrivé, il reprenait son travail d'enseignant. Adolescent, J' est passé plusieurs étés dans la région de Haarlem, dans une ferme tenue par un cousin de ma mère. Je passais mes journées en compagnie de chevaux. Tous les dimanches, j'allais avec eux aux courses de trot attelés. À Tailly-Bourderie, c'est moi qui ai poussé mon père à acheter un cheval. J'avais appris que les cousins de Gazeran en avaient un et l'argument à payer. En réalité, je crois que même s'il a eu du plaisir à monter lui-même notre première jument Blanca, c'est pour mes sœurs et moi qu'il l'a achetée. Enfin pour mes sœurs. Elles ont essayé de la monter mais elles ne savaient pas se faire obéir et à ce jeu, Nettie s'est même cassé le bras. L'équitation est sûrement le meilleur souvenir de toute cette époque. Mon père gardait de nombreux chevaux en pension à la ferme et lorsque les propriétaires venaient les monter, on se partageait le travail. Ma mère les accueillait en leur faisant déguster les tartes aux fruits qu'elle avait confectionnées et moi je galopais avec eux en pleine forêt. J'avais aussi la responsabilité de débourrer les jeunes poulains et de les préparer à la monte, et ce n'était pas rien d'être le premier à réussir à les dompter. Le dressage se faisait dans l'ancien potager, un pré entouré de murs pour éviter tout risque de voir s'échapper l'animal. Dès que j'avais un peu de temps libre, j'allais chercher Blanca ou Jalmin et je galopais à travers bois, seul, perdu dans mes pensées et mes chansons jusqu'à cerner la ville ou plus loin encore. Un jour, par bravache, je suis descendu à la gare de Saint-Rémy avec ma jument pour attendre des amis lycéens qui avaient organisé un jeu de piste. Je ne détestais pas faire des promenades accompagnées, ni même que mes copines montent derrière moi, accrues sur ma jument. Mais un de mes plus grands plaisirs était de chevaucher le dimanche et d'aller surprendre les cavaliers qui, 2 par 2, trottaient ou marchaient tranquillement au pas. D'un coup d'œil, je calculais le bon espace entre les taillis, puis je prenais mon élan et passais au galop à toute allure, à leur côté. Était-ce pour les épater, pour leur faire un peu peur ou simplement pour éprouver des sensations de force, d'équilibre, de vie ? Je ne saurais jamais, mais j'aimais cela, c'est tout. Je regrette de n'avoir jamais fait de concours, mais J' est le sentiment que ces moments de complicité avec le cheval m'ont fait éprouver une vraie liberté, même si c'était une liberté solitaire. En 1964, J' a été le premier de la famille à voyager en avion, à 16 ans, et j'en fus très fier. Mon oncle prêtre, curé des Pieds-Noirs, français ou italien depuis des années, était sur le retour et m'avait invité en Tunisie. Mes parents acceptèrent à condition que je paye une partie de mon voyage. Depuis des années, j'élevais des lapins. Mon père me donnait simplement leur nourriture. Leur vente et un complément d'argent de mes parents me permirent un beau matin de prendre une caravelle. Dans ce village de Bordidje El Amri, à 30 km au sud de Tunis, je me suis trouvé tout à coup, baigné dans une autre lumière. La Tunisie était devenue indépendante, et pour cet oncle, qui était arrivé à l'âge de 12 ans au petit séminaire de Carthage et avait exercé son ministère pour des chrétiens européens, la mission s'arrêtait avec le départ de ses ouailles. L'atmosphère était un peu bizarre. Je l'ai aidé à mettre de l'ordre dans une église qui allait fermer définitivement,
à casser certaines statues et à en enterrer d'autres. Ma conscience politique était faible. Les guerres d'indépendance, la décolonisation et les événements d'Algérie ne m'avaient pas préoccupé plus que cela, et je ne me demandais même pas si la présence d'un prêtre et de l'Église en terre d'islam pouvait avoir un sens. Pour moi, la signification de ce séjour était ailleurs. Je m'éloignais pour la première fois du cocon familial, j'appréhendais la relativité des cultures et Tailly-Bourderie devenait tout à coup un horizon petit pour moi. Je prenais conscience que je pouvais établir des relations avec de jeunes Tunisiens qui m'emmenaient promener dans leur village, et acceptaient de discuter avec moi. Je découvrais l'autre en quelque sorte. Fils d'immigrés finalement bien intégrés dans la civilisation française, peut-être avais-je le sentiment de retrouver une infime part de mon étrangeté ou de ma différence ? En 1965, quand j'annonçais à mes parents mon désir d'entrer au séminaire, ma mère me dit avec un rien de solennité : « Si c'est ta décision, ton père et moi, nous la respecterons. » En réalité, il s'en doutait déjà et depuis longtemps. Lors de sa tournée auprès des fermiers qui offraient des pommes de terre à l'église, l'économe du séminaire de Versailles en avait profité en son temps pour faire un peu de recrutement. Pourquoi il ne rentre pas au séminaire, ce petit gars ? Je n'avais que 12 ans. Mon père avait répondu : « Il n'en est pas question, le gosse fera ce qu'il voudra mais quand il aura 18 ans. » Et à 18 ans, je suis entrée au séminaire. Mon père n'était pas ravi de ma décision. Il sentait bien qu'il perdait une aide précieuse. D'ailleurs, il ne m'accompagna pas à Montmagny, et le premier jour ce fut ma mère qui me conduisit en voiture. Elle, j'en suis sûre, voyait ce choix d'un bon œil, elle en était même fière. Les choses changèrent néanmoins dans la tête de mon père. 3 semaines après mon départ, quand je suis revenue passer mon premier week-end à la ferme, il m'a dit : « Tiens, viens voir. » Lorsque nous franchîmes la porte de l'étable, celle-ci était vide. Oui, tu comprends, j'ai vendu les vaches, je ne pouvais pas m'en occuper tout seul. Je le comprenais trop bien. À partir de ce moment-là, les relations avec lui évoluèrent. Je n'étais plus un ouvrier, obéissant aux ordres d'un patron, j'étais son fils avec qui il partageait ses succès et ses soucis. Du coup, quand je lui donnais des coups de main, je le faisais avec plaisir. Chevry 2 n'existait pas encore et autour de Tailly-Bourderie tout n'était que plaine et culture. C'est alors que les promoteurs ont commencé à racheter des terres pour le futur site. Comme certains fermiers ne voulaient pas vendre, ils proposèrent à mon père d'acheter notre ferme pour servir d'échange. La transaction était proposée au prix des terrains à construire, et mon père n'hésita pas longtemps. L'idée de garder la ferme sans un fils pour la reprendre ne tenait plus et il avait en plus conscience de faire une très bonne affaire. En 1972, quand mes parents sont vraiment partis, mon père avait 63 ans et ma mère 60. Ils quittèrent Gometz sans regret, comptant tous deux de retourner en Hollande. Ils revenaient chez eux à Tilbourg, comme des émigrés qui avaient réussi leur vie et pouvaient s'acheter en pleine ville une belle maison avec un petit jardin. Sur la façade, père fera poser un écriteau en ferronnerie, avec le nom de sa nouvelle demeure, Tailly-Bourderie. Entre-temps, mes sœurs aînées avaient épousé des Hollandais qu'elles avaient connus en France, lors de passage à la ferme, et elles avaient rejoint la mère patrie. Par fidélité à son époux, Doki se convertit même au protestantisme. De la famille, il ne restait plus dans la vallée que Nettie, ma plus jeune sœur, installée à Chevreuse avec son mari et moi. 2. Oriti. Lorsque je suis entrée au séminaire, ma vie spirituelle se cantonnait à une pratique religieuse. On ne parlait pas beaucoup de Dieu, à la maison on priait, ces apostrophes étaient tout. De mes parents, j'avais appris une ascèse et une morale rigoureuse, une pratique très stricte mais une spiritualité en définitive assez vague. Quant à mes oncles prêtres, ils ne m'avaient jamais impressionné par leur foi, pas plus que ma tante Trappistine à Chimène avait impressionné mes sœurs. Elles allaient la voir volontiers une fois par an pour toucher 2 de ses doigts à travers la grille de fer, mais dès que la bonne tante disait à l'une ou à l'autre : « Je crois que tu as la vocation, toi. Ne voudrais-tu pas venir faire une retraite ?» Elles avaient un fort mouvement de recul. À partir de 14 ans, je n'ai eu que dans de rares occasions, pèlerinage à Lourdes ou à Chartres, la conscience d'une présence dans ma vie et d'un lien particulier avec Dieu dans la prière. Je me souviens qu'au retour d'une visite faite à des scouts, en train de camper dans je ne sais quel coin de la forêt de Rambouillet,
j'avais confié au curé des Molières, le père Jean Chenu avec qui j'avais de très bonnes relations, mon désir d'entrer au séminaire mais auparavant ma volonté d'apprendre un métier. Il m'avait avec sagesse encouragé à prendre mon temps. Ce n'est donc ni la foi du charbonnier ni celle de Jean de la Croix qui m'ont fait entrer au séminaire. Cette décision s'est imposée assez simplement dans mon esprit comme ce qu'il fallait faire, et la réflexion sur ma vocation ne s'est produite qu'après. C'est le fait d'entrer au séminaire qui m'a fait chercher après coup pourquoi j'y étais entré. Je ne vais pas d'emblée faire le choix d'être missionnaire. À cette époque, je me voyais bien curé d'une paroisse de campagne dans la vallée de Chevreuse. Pourquoi pas? Entrer au séminaire. Ce jour où je quitte la ferme en direction de Montmagny, près de Deuil-la-Barre, mon père, lui, s'en va travailler dans ses champs. Il me dit au revoir comme si de rien n'était, mais je sens bien qu'il est ému. Le séminaire de vocation tardive, dirigé par des prêtres diocésains, accueillait des jeunes de tous les diocèses de l'ancienne Seine-et-Oise, d'autres départements et même de Suisse et de Belgique. À 18 ans, je sortais de ma ferme isolée, et tout à coup, je me trouvais confronté à 64 gaillards dont le plus âgé avait 40 ans. Cette entrée en religion représenta une ouverture et une découverte du monde. Parmi mes condisciples, on trouvait certains jeunes qui avaient raté leur bac mais aussi des hommes plus âgés, des ouvriers, des frères des écoles chrétiennes désireux de devenir prêtres et même un médecin. Lors des rencontres informelles et des révisions de vie, les petits groupes favorisaient les remontées d'expérience. Tous ces échanges, au fil des mois, permirent de tisser de fortes amitiés. Je me mis sérieusement aux études, au latin, à la philosophie, à l'écriture sainte, à l'histoire de l'Église et je découvris même la joie du théâtre. Nous faisions aussi nos premières expériences sociales et pastorales. Je donnais des cours d'alphabétisation. Auprès de travailleurs africains de la Courneuve, j'emmenais des gamins nager à la piscine, où ils pouvaient se doucher. Je participais à quelques actions d'animation dans des maisons de personnes âgées. La liturgie occupait beaucoup de notre temps. Oraison le matin, messe, chapelet, vêpres, le tout ponctué au cours de la journée par la sonnerie de la cloche. Les repas se déroulaient en silence à l'écoute d'une lecture recto tono au réfectoire, avec obligation pour le lecteur d'articuler, sinon il était interpellé par le couteau du supérieur qui tapait sur son verre pour le reprendre. Je me souviens encore de la lecture de Nous autres gens des rues, de Madeleine Delbrel. Seul, un Deo Gratia généreux venait de temps à autre libérer la parole entre nous. Nous vivions une vie très organisée, quasi monacale, et le travail manuel ne manquait pas. Il nous fallait peler les pommes de terre, entretenir le linge, faire le repassage, jouer au coiffeur, travailler au jardin, tailler les pelouses. J'étais sacristain en chef et je devais faire reluire ciboire et patène, faire briller meubles de bois et planchers. De cette discipline rigoureuse, je ne souffrais pas. Nous avions ce qu'il fallait pour vivre. Une chambre pour travailler et dormir, un robinet d'eau froide pour nous laver et l'autorisation de se faire un café sur un camping-gaz. Si on ne ratait pas son tour, la douche se prenait une fois par semaine. Les arrivées au repas étaient à heure stricte et nous avions moult consignes. Interdiction de se visiter dans les chambres, de se promener à deux, d'entretenir des amitiés trop particulières. Je ne comprendrai le sens de ces réglementations que plus tard. Dans ce temps privilégié pour les études, l'idée de la prêtrise se dessinait peu à peu sans forcing outrancier. Nous y étions aidés par une visite hebdomadaire auprès du père spirituel. J'avais choisi un homme très posé qui, pendant une demi-heure ou plus, savait m'écouter. Je garde de Montmagny le souvenir d'une vie très cadrée, y compris dans nos moments de liberté, lors d'activités sportives et de balades. Le dimanche, une fois toutes les 3 semaines, après avoir très tôt assisté à la messe, nous pouvions rentrer chez nous. Je traversais tout Paris, en train jusqu'à la gare du Nord, et prenais plusieurs métros jusqu'à Courcelles où mon père venait me chercher. J'arrivais au moment du repas de midi, juste le temps de me faire gâter à la maison et à 5 heures je devais repartir. En revanche, les petites vacances se passaient à la maison. À Pâques, j'aidais au semail et pendant les grandes vacances, j'assurais les moissons. Une chose me faisait sourire au séminaire. Le supérieur nous vantait le travail mais en l'espace de 6 semaines, j'avais perdu toutes les callosités de mes mains. Jusque-là, pour moi étudier n'était pas travailler. Des événements forts et troublants. J'étais arrivé à Montmagny, en 1965, juste à la fin du concile et les documents d'application sortaient à peine.
Les changements liturgiques se mettaient en place. Passage au français, mise en place d'un nouvel autel, célébration face au peuple. L'institution acceptait bien cette évolution tellement médiatisée, et nous avions l'impression d'écrire un petit morceau d'histoire. Mais en plus de la liturgie, la pédagogie était bouleversée. Dès 1965, les professeurs, chahutés dans leur certitude, laissèrent tomber l'enseignement du latin, puis après la lettre de Jean 23 où le pape demandait que les séminaristes continuent à apprendre la langue de l'Église, le reprirent mais avec des approches révolutionnaires. Avec la méthode assimile, nous dûmes apprendre à traduire, je vais à Lyon en bicyclette voir ma grand-mère. Tout cela ne tint qu'un temps car mai 68/20. Le premier signe de notre révolution à nous, à Montmagny, ce fut justement de faire la grève du latin. Et pendant toute cette période troublée, seule l'activité sociale ne sera pas remise en question car nos engagements continueront. À l'intérieur de la maison, nous organisâmes nos propres assemblées d'étudiants et le grand vent extérieur traversa nos murs. Nous allions à Paris, voir ce qui se passait boulevard Saint-Michel, à l'Odéon et à la Sorbonne. Le mur du séminaire donnait sur la mairie et la petite histoire veut qu'une fois, le maire appela le supérieur. « Mon père, vos élèves font le mur. » « Dans quel sens, monsieur le maire ? » « Vers l'intérieur, mon père. »« Dans ce cas, dormez en paix, il n'y a pas de problème. » Nous étions interpellés par les slogans que nous entendions. « Il est interdit d'interdire. »« Faites l'amour, pas la guerre. » Au séminaire, malgré notre liberté intérieure, nous vivions dans un univers fait d'obligations et d'interdits, et voici que les portes s'entr'ouvraient et qu'un vent libertaire s'engouffrait dans la grande maison. Cela nous surprenait et nous fascinait à la fois, et nous nous en laissions même pousser les cheveux. Nous nous mettions à exiger d'avoir accès aux décisions importantes, et nous voulions élire nos représentants. Notre pauvre supérieur, dépassé par ces revendications, fermait les yeux et acceptait. Quant au professeur perdu, il nous demandait « Messieurs, que doit-on vous enseigner ?» Ce n'était pas seulement la méthode pédagogique qui était mise en cause mais la nature même de l'enseignement. Dans le domaine de l'étude biblique notamment, nous revendiquions l'accès aux nouvelles recherches. Alors notre supérieur lâchait avec un brin de solennité sa grande formule. Nous sommes dans la grande expérimentation. En réalité, il n'y a jamais eu de vraie concertation entre enseignants et élèves. La plupart des professeurs pensaient que l'on traversait une crise, mais que tout reviendrait comme avant. Mais rien ne reviendra plus comme avant, ou du moins avant longtemps. D'une année à l'autre, tout allait être remis en cause. Ce serait à la fois excitant et très déstabilisant. Certains jeunes commencèrent à émigrer vers des séminaires plus fermés, comme Sion. D'autres partirent discrètement. À Montmagny et plus tard à Versailles, il n'y a jamais eu entre nous un vrai débat sur le fait de partir ou pas, mais tous les ans, à la fin de l'année, le supérieur nous annonçait qu'un tel et un tel ne reviendraient pas l'an prochain. À la maison, je disais à ma mère « À propos, j'ai un ami qui a quitté le séminaire. » Elle répondait invariablement « Pourquoi es-tu ami avec tous ceux qui partent ? Trouve-toi des amis parmi ceux qui restent, ce n'est pas compliqué. » Dans sa logique, elle avait sans doute raison. Quant à moi, je ressentais chaque départ comme un déchirement qui m'ébranlait fortement. Les meilleurs faisaient-ils ce choix courageux et ne restait-il que les tocards dont bien sûr je faisais partie ? Mais je persévérais par fidélité. Ce devait être inscrit dans mes gènes, je devais assumer mon choix jusqu'au bout. L'année scolaire se termina en queue de poisson. À mon arrivée, les 3 promotions comptaient 64 séminaristes. 3 ans plus tard, nous n'étions plus que 30. La maison avait beau avoir été repeinte à neuf, on ne s'y trouvait plus très à l'aise. L'espace était plus large mais la vie semblait étriquée. L'été 68, je me retrouve à la ferme à faire la moisson. Assis sur mon tracteur, je suis attentif à faucher en ligne bien droite mais mon entrée au grand séminaire me tracasse. Pendant ces semaines, je n'arrête pas de recevoir des nouvelles de mes copains qui eux n'y entreront pas. Tout un groupe d'angevins notamment, laisse tomber, y compris leurs prêtres accompagnateurs qui abandonnent le sacerdoce pour se marier. C'est un vrai chamboulement et pas seulement pour moi, pour monsieur et madame Fritz aussi qui vivent très mal ces événements. À cause des grèves, ils ne sont pas arrivés à faire partir leur fille en Hollande comme ils l'auraient voulu et puis cette révolte de jeunes leur fait horreur. Mon père, gaulliste, est furieux contre ces gens qui foutent la chienlit, quant à ma mère, femme d'ordre, elle n'aime pas cette situation. Je ne lui explique plus grand-chose de ce qui se passe au séminaire car elle ne peut pas comprendre,
et chaque départ d'un de mes amis la plonge dans un état de malaise. Ce n'est pas d'ailleurs que mes parents soient braqués sur ma vocation. Mon père en son jeune temps n'avait-il pas quitté la trappe ? Il s'en souvenait et il m'avait toujours répété « Si cela ne va pas, tu pourras revenir », sous-entendu, on ne t'en voudra pas. Moi, je n'avais pas l'intention de revenir. N'avais-je pas à Montmagny découvert une certaine forme de liberté ? Alors qu'aurais-je fait d'autre ? Où me serais-je orienté ? Des dizaines de fois mon père ne m'avait-il pas asséné ? Toi, tu ne feras jamais un bon fermier. Bon fermier ou pas, en ce mois de juillet 1968, la terre, la nôtre, représentait pour moi une valeur forte, une réalité solide qui dans tout ce chamboulement tenait bon. Faire la moisson, ce n'était pas une idée fumeuse, c'était du concret. D'ailleurs, quand mes parents vendront cette ferme quelques années plus tard, j'aurai l'impression de perdre mes racines. L'autre séminaire. En septembre, je me retrouvais au grand séminaire de Versailles avec quelques-uns de mes condisciples de Montmagny et des nouveaux, notamment les petits séminaristes de Grandchamp. En première année de philosophie, nous étions un peu plus d'une vingtaine. On nous dit d'emblée « Attention, il va falloir apprendre à travailler par vous-même ». Plus libres, nous devions acquérir la vision concrète de la préparation au sacerdoce avec ses différentes étapes, tonsure en fin de philo puis lectorat, exorcisme, portier avant le sous-diaconat. Dès le départ, avec la complicité des professeurs, il nous fut proposé de chercher ensemble une nouvelle manière d'être prêtre. Mais était toujours présent dans la tête de la plupart des étudiants, marqué par ce qu'on appelait déjà la génération des 68 arts. S'étant inscrit au PSU, certains de mes condisciples s'affichaient ouvertement de gauche et posaient des questions radicales sur le capitalisme. Cette recherche me plaisait, mais il me semblait que j'avais toujours un temps de retard pour comprendre les événements, comme si, arrivant de ma ferme, je ne saisissais pas tous les tenants et aboutissants de cette approche. Du coup, je me questionnais plus que je ne questionnais les choses. J'étais intrigué, séduit par cette façon de penser, voire de vivre différemment la morale ou les mœurs. Ces gens qui avaient le courage de remettre tout en question me fascinaient, et je n'étais pas loin d'admirer ceux qui osaient admirer Mao ou Marcuse. Une fois ou l'autre, je me laissais aller à accomplir un geste qui me semblait fort. J'accompagnais un étudiant logeant au séminaire qui, pour montrer son opposition à De Gaulle, alla symboliquement brûler son livret militaire sur le parvis de Chaillot. Je me donnais le sentiment de participer à la grande contestation ambiante. Même s'ils essayaient de mettre des limites, nos sulpiciens avouaient leur désarroi. L'institution Église avait, à notre sens, tant de mal à trouver sa voie et à s'adapter au concile, que les projets multiples qui se vivaient dans la société civile nous intéressaient plus. La philosophie enseignée était encore fondamentalement thomiste, avec quelques rares incursions dans les courants plus contemporains marxistes ou existentialistes, et s'il y avait une recherche de petits groupes sur l'évolution de la société globale, les études restaient personnelles et individualisées. Je fis par exemple une recherche sur les peintres impressionnistes, à partir d'une approche philosophique mais sans jamais trouver l'opportunité de communiquer ce travail à d'autres. À ce moment, j'éprouvais un certain goût de la liberté, grâce au cadeau que m'avait fait un ami diacre, une vieille moto 125 cm3 datant de 1948, avec levier de changement de vitesse sur le réservoir qui me permettait de revenir toutes les semaines chez moi en chevauchant mon engin. À la ferme, dès 1970, un entrepreneur assurait le gros du travail et l'activité s'était réduite. S'il y avait encore les écuries à nettoyer et les juments à monter, c'était simplement pour le plaisir, cela sentait la fin. Première ouverture. En 1971, j'aurais pu passer directement en théologie mais sur les conseils de mon oncle trappiste, je mis le cap sur le Kenya pour une année. Partir, ce n'était pas seulement de l'oxygénation car le doute était toujours là, c'était faire une rupture, prendre des distances par rapport au séminaire et à ma vocation. Il y avait à cette époque un grand engouement pour la coopération plutôt que pour le service militaire, et la plupart de mes copains partaient en Afrique ou ailleurs. N'étant pas français, je ne pouvais pas profiter de cette possibilité. À 18 ans, pour échapper justement à ce service militaire 7, j'avais fait la démarche de rejeter la nationalité française pour conserver la hollandaise. Je n'avais pas eu d'état d'âme pour prendre cette décision.
Maintenant j'en aurai peut-être car je me sens plus français que hollandais même si, avec le recul, je ne regrette pas ce choix. En mission, cela m'a servi d'être originaire d'un petit pays qui avait moins d'influence sur le plan international. Dans les années 50, mon oncle avait participé à la fondation d'une abbaye au Kenya et avait vécu 4 ans dans ce pays. Depuis, nommé abbé de la trappe de Tilburg, il continuait à faire des visites à celle de Kipkelion située entre Nairobi et Kisumu. Je le contactai donc, lui disant que j'aimerais bien pratiquer l'agriculture puisque c'était ce que je savais faire. À l'occasion d'une de ces visites, il m'écrivit une belle lettre qui me refroidit un quelque peu. Pour faire ce métier, il faudrait que tu connaisses l'agriculture tropicale et surtout la langue locale. Mais l'évêque de Kisii a besoin de quelqu'un pour enseigner au petit séminaire de Rakwaro. Est-ce que cela te dit ? À son retour, je m'entretins avec lui. Je voulais bien enseigner, mais je ne connaissais pas l'anglais. Qu'à cela ne tienne, tu l'apprendras, avant de partir, me répondit-il. Il m'invita à venir en Hollande. Il sortit de sa trappe et m'emmena en voiture à Roosendaal, séminaire de théologie d'Émile-Île. Et c'est là que, pour la première fois, je découvris cette société missionnaire dont auparavant je ne connaissais même pas l'existence. Plus de 50 jeunes de pays différents étudiaient en ce lieu, anglais, écossais, hollandais, irlandais, autrichiens. Tout ce petit monde parlait exclusivement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.